Bonjour à tous et à toutes. Nous sommes tous ravis d'être là devant vous pour parler de e-santé, de système de santé. Je voulais commencer évidemment par remercier les intervenants qui sont ici avec vous et que je présenterai rapidement tout à l'heure. Vous avez la chance, et j'ai la chance d'avoir des experts du domaine qui vont pouvoir vous éclairer sur cette question de la santé numérique et de son rôle aujourd'hui et demain dans le système de santé. L'actualité récente nous a montré à quel point notre système de santé était fragile, notre système de soins était fragile, on l'a vu avec l'hôpital, on l'a vu avec la question des déserts médicaux, et l'idée assez simple de dire que le déploiement d'outils numériques va permettre de soulager notre système de soins en rapprochant les patients, les usagers de leurs médecins, des professionnels de santé, d'une part, et d'autre part en économisant des ressources, ou en tous les cas en les utilisant au mieux, va être un moyen d'aider notre système de santé, de soins, à répondre à la demande de la population. Alors, voilà comment on va organiser la table ronde. Je vais, dans un premier temps, faire un premier cadrage, mais extrêmement rapide. Et puis, je donnerai la parole successivement à chaque intervenant, assez rapide. En tous les cas, je leur ai demandé l'exercice d'être assez concis, assez bref, pour qu'ils puissent échanger entre eux dans un premier temps, et puis échanger avec vous dans un second temps. Je me rends compte que je ne me suis pas présenté, ce qui n'est pas bien du tout. Donc, Jérôme Wittevert, je suis économiste de la santé à l'Université de Bordeaux et à l'Institut de santé publique de l'Université de Bordeaux en particulier. Donc, quelques mots sur la santé numérique, vraiment quelques mots, parce que les intervenants, mes collègues ici, en diront beaucoup plus et certainement plus précisément que moi dans un instant. Pour cadrer les choses, c'est quoi la santé numérique? C'est beaucoup de choses. C'est évidemment beaucoup de choses, donc on ne parlera pas de tout, évidemment, mais on va essayer de parler de l'essentiel, en tous les cas, de ce qui nous paraît important. Concrètement, ça peut être quoi la santé numérique? Bien, ça peut être, dans un premier temps, des outils qui favorisent le partage des informations sur le parcours de santé et le parcours de soins des usagers du système de santé. Le partage entre les patients et les professionnels, mais aussi le partage entre professionnels. Ça, c'est très important. Mais c'est aussi une possibilité, la santé numérique, d'utiliser des données à grande échelle pour favoriser des prises en charge, des traitements, des suivis qui soient personnalisés, avec l'espoir donc d'avoir des suivis, des traitements qui soient plus efficaces. Et puis c'est aussi peut-être l'usage le plus connu, c'est l'usage de la communication à distance, mais cette fois pas à distance, pas dans le temps, mais à distance géographique. C'est la télémédecine, tous les usages de la télémédecine qui commencent à être largement déployés, que ce soit la téléconsultation, la téléexpertise ou la télésurveillance des patients chroniques. Voilà rapidement les grands usages, mais il y a aussi des freins et des questions de régulation, et de régulation économique en particulier. Alors, quels sont ces freins? Très rapidement, parce qu'on va les évoquer dans le détail dans un instant. Un des freins ou une des questions de régulation, c'est le financement des innovations de e-santé, des innovations numériques. C'est une question délicate parce qu'on a un modèle de financement qui repose plutôt sur des modèles anciens liés au financement des innovations thérapeutiques de médicaments, et les innovations de santé numérique relèvent d'innovations d'un type différent, d'un type particulier, donc qui demandent de mettre en place des évaluations qui sont d'un ordre différent. Le deuxième enjeu, c'est l'enjeu organisationnel qu'on évoquera sans doute. Il ne faut pas attendre des miracles des outils numériques qui s'insèrent dans un système de soins, et ils demandent l'utilisation optimale par les acteurs, et ils demandent souvent une meilleure intégration des soins. Ce qu'on entend par intégration des soins, on entend par là une meilleure communication entre l'ensemble des acteurs, et notamment entre l'ensemble des professionnels de santé et du secteur médico-social. Et ça suppose certainement d'inventer de nouveaux modèles économiques, puisque l'efficacité de l'outil numérique, ça sera une efficacité insérée dans des schémas organisationnels des soins
qui demandent à aménager. Et donc, comment rémunérer la valeur créée par ces outils numériques? Comment la partager entre les différents acteurs? Ça, c'est une question ouverte et qui appelle certainement de nouveaux modèles économiques. Ça, c'est le deuxième enjeu. Et puis le troisième enjeu, c'est l'enjeu de la donnée, de la production de la donnée, de la mise à disposition de la donnée, de la sécurisation de la donnée. Et ça, c'est des enjeux de régulation qui sont des enjeux majeurs. Et Raphaël Beaufray, responsable de la stratégie de la santé numérique au ministère de la Santé, va nous en dire quelques mots maintenant. Merci Jérôme et bonjour à tous et merci d'être tous présents pour ce sujet qui est ô combien important que la santé numérique. Donc, comme le disait Jérôme, moi je suis Raphaël Beaufray, je travaille en binôme avec Ella Gariani au ministère de la Santé. On est les pilotes d'une structure qui s'appelle la délégation ministérielle au numérique en santé. Et notre job, c'est avec nos partenaires, notamment l'Agence du numérique en santé, l'assurance maladie, les agences régionales de santé et un certain nombre d'autres acteurs de l'écosystème, de faire progresser le numérique dans la santé. Alors pourquoi faire progresser le numérique dans la santé? Parce que notre objectif, c'est d'améliorer la santé des gens. Et le numérique est un moyen, on en est convaincu, qui peut permettre d'améliorer la santé. Sur un certain nombre d'exemples sur lesquels on va revenir. Notre ambition, c'est de faire ce développement en France du numérique en santé dans un cadre de valeurs qui est celui qu'on choisit. Un cadre de valeurs, notamment, qui place l'humain au centre, qui ne laisse personne au bord de la route, qui est aussi un cadre souverain. C'est-à-dire qu'on sécurise, par exemple, que toutes nos données de santé ne partent pas chez nos amis les GAFAM et que les personnes peuvent vraiment avoir un contrôle sur leurs propres données de santé, qui était vraiment au cœur de notre approche. Alors, notre rôle au ministère de la Santé, on a une feuille de route du numérique en santé. Peut-être certains d'entre vous ont déjà vu cette feuille de route avec notamment qui est incarnée par une maison, qui est un peu notre métaphore de nos différentes actions sur le numérique en santé. Cette feuille de route, on vient d'ailleurs d'en faire un bilan qu'on a publié tout récemment et on est en train de s'engager avec l'ensemble de l'écosystème dans l'élaboration d'une nouvelle feuille de route pour les 5 années à venir. Notre rôle, c'est d'abord de simplifier les démarches pour les citoyens français vis-à-vis de leur santé et d'améliorer leur santé. Et je voudrais vous citer évidemment une de nos actions phares sur lesquelles on travaille. C'est un objet qui s'appelait avant le dossier médical partagé et qui s'appelle maintenant Mon Espace Santé. J'espère que chacun d'entre vous, soit vous l'avez déjà ouvert, c'est-à-dire vous êtes déjà allé sur le site monespacesanté.fr, vous avez téléchargé l'application mobile Mon Espace Santé. Et si vous ne l'avez pas encore fait, il suffit d'être muni de votre application votre carte vitale, ce qui vous permet d'activer votre compte la première fois que vous vous y connectez. Mon Espace Santé, c'est vraiment le carnet de santé électronique des Français. C'est-à-dire on l'a ouvert par défaut à tout le monde, après les avoir informés plusieurs fois. Et aujourd'hui, on a moins de 2% des Français qui se sont opposés à cette création. Et donc, 98% des Français, quelque part, ont aujourd'hui un espace santé. Parmi eux, il y a, je crois, plus de 7 millions de Français aujourd'hui qui ont déjà été se connecter une première fois. Et ils peuvent y télécharger des documents, y saisir des éléments sur leur vaccination et pouvoir gérer leur santé. C'est hyper intéressant d'un point de vue très pratico-pratique. Si vous avez perdu une ordonnance, plutôt que de retourner voir votre médecin, vous pouvez la retrouver dans Mon Espace Santé. Si jamais vous allez faire une mammographie et qu'on vous dit écoutez, il est où votre dernier compte rendu de votre dernière mammographie et vous, plutôt que d'aller le chercher chez vos parents dans des historiques papier à Bordeaux, eh bien, c'est quand même plus pratique de le retrouver quelque part. Et puis surtout, ça peut être une question parfois un peu de vie ou de mort. Vous arrivez inanimé aux urgences, le fait que vous soyez hémophile ou pas et que le médecin urgentiste puisse avoir accès à certaines informations, parfois ça va être amené à prendre des décisions qui peuvent vraiment changer complètement la manière dont vous allez être pris en charge. Donc nous, vraiment, Mon Espace Santé, c'est un outil pour améliorer la santé des citoyens et sur lequel il y a des alimentations de données à la fois par les patients eux-mêmes qui peuvent prendre en photo les documents historiques qu'ils ont parfois stockés chez eux, mais qui est aussi évidemment alimenté par les professionnels. Et on mène des grands programmes d'incitation financière vis-à-vis des éditeurs de systèmes d'information et des professionnels pour que vraiment à chaque fois qu'il y a un épisode de santé, quand vous allez faire une biologie médicale, quand vous allez faire une radio, si vous êtes hospitalisé, qu'il y ait à chaque fois le document de résumé qui soit alimenté vers Mon Espace Santé. Donc ça, c'est vraiment un élément très important. Donc l'État, dans sa stratégie, elle met en place un certain nombre de plateformes de données socles, notamment Mon Espace Santé, qui est vraiment une plateforme extrêmement importante. Et j'espère que chacun d'entre vous pourra y aller si vous ne l'avez pas encore activé. Notre action, c'est aussi de se dire, l'État ne va pas tout faire. L'État ne va pas créer les systèmes des hôpitaux, des médecins libéraux, des EHPAD, etc. Il y a un marché. Nous faisons confiance au fait qu'il y ait des sociétés qui développent des systèmes d'information qui vont équiper ces médecins, ces professionnels, ces structures, pour que ces structures puissent bien prendre en charge les patients. Gagner du temps, on connaît tous les difficultés qui existent dans le système de la santé aujourd'hui. Le numérique peut être aussi un levier pour gagner du temps. Gagner du temps est aussi, on l'a dit, mieux prendre en charge.
parfois disposer des bonnes informations quand on prend en charge un patient, ça peut complètement changer la prise en charge. Et inversement, refaire des analyses parfois inutiles ou passer à côté d'une information qui était absolument déterminante, ça peut être très compliqué. Et donc nous, notre rôle, c'est de dire, achetez vos propres systèmes d'information. Et on dit aux éditeurs, innovez sur vos systèmes d'information, mais par contre, l'État va réguler. Pourquoi réguler? Ce n'est pas pour se donner un rôle, mais c'est parce que c'est très important qu'il y ait un cadre de confiance, notamment sur des enjeux comme l'interopérabilité. L'interopérabilité, c'est si deux systèmes ne sont pas capables d'échanger des données l'un avec l'autre, on voit bien que la coordination des parcours de santé entre les différentes structures, ça va être la galère. Donc ça, par exemple, on a commencé par la base, c'est-à-dire de définir qu'en France, il y a un numéro d'identification par patient. Parce que le numéro de sécurité sociale, il était parfois partagé entre plusieurs personnes d'une même famille. Donc maintenant, on a créé l'identité nationale de santé, qui est vraiment un numéro par patient, ce qui est essentiel pour l'interopérabilité. Donc par exemple, nous, on veut absolument imposer à tous les acteurs que dans les systèmes, il y ait bien ce numéro d'identification unique des patients dans tous les systèmes en France. Interopérabilité, mais également sécurité. On ne veut pas que les acteurs aillent héberger leurs données dans des conditions, dans des pays qui ne sont pas très protecteurs sur les données personnelles. Et donc, on a un certain nombre de standards. Par exemple, le fait qu'un médecin ne puisse pas se connecter à un dossier d'un patient avec un mot de passe à 3 chiffres où il y a marqué LOL, eh bien ça, c'est quand même assez important. Donc, on est en train de généraliser aussi l'idée qu'on se connecte de manière sécurisée à ces systèmes, qu'on soit un professionnel ou un patient. Et puis, un certain nombre d'éléments éthiques. Ça, c'est aussi un élément important. Je vous donne un exemple. C'est par exemple, si jamais demain, un logiciel d'un médecin libéral lui affiche, quand il ouvre son ordinateur, de la publicité pour des médicaments. Bah ça, on voit bien qu'en termes d'éthique, c'est quand même un peu limite. Par ailleurs, quand on mélange sur une application de prise de rendez-vous en ligne des offres de bien-être et des offres de santé sans bien les distinguer, on voit bien que ça aussi, c'est un peu limite. Par ailleurs, dans l'éthique, on met aussi les enjeux de développement durable qui sont très importants. Quand on construit des systèmes, est-ce qu'on sécurise bien que c'est des systèmes qui consomment le moins possible de ressources en termes notamment de serveurs informatiques et qui dématérialisent bien des processus où on fait vraiment gagner en termes de CO2 au global dans le système. Donc le job de l'État, c'est de construire des référentiels. Donc c'est des textes qui disent, ben voilà, vous avez une exigence, c'est de mettre l'identité nationale des patients. Vous avez une exigence, c'est d'héberger dans l'espace économique européen. Vous avez une exigence, c'est de ne pas mélanger l'offre de bien-être et l'offre de santé. Et ensuite, on dit, ça, c'est réglementaire. Vous êtes obligé de faire ça si vous voulez utiliser ces systèmes-là. Ça vaut pour les logiciels des structures, ça vaut pour les dispositifs médicaux numériques, ça vaut pour les solutions de télésanté dont on parlait tout à l'heure. Et ensuite, l'État, notre job, c'est de faire en sorte que ça soit vraiment respecté. Et pour faire ça, on fait incitation, coercition. Incitation, ça veut dire on va faire des programmes de financement pour accompagner les acteurs, mais on va dire on ne va vous financer que si vous respectez nos référentiels. Et par ailleurs, si certaines entreprises se mettent durablement en marge de cela, eh bien, nous allons éventuellement prendre des sanctions. Et j'en finirai là-dessus. Notre autre point à part réguler, c'est aussi de booster. Booster, ça veut dire accompagner les entreprises qui innovent dans le secteur. Parce que nous, on n'a pas envie qu'il y ait des solutions digitales numériques qui soient extrêmement intéressantes pour la santé des patients et que les patients français n'y aient pas accès. Parce qu'il n'y a pas encore le remboursement, parce que le marché français est très compliqué. Donc, on mène plein d'actions. Parmi ces actions, je voudrais en citer quelques-unes. Donc, on mène des actions de formation, à la fois des citoyens, mais aussi des professionnels numériques. On mène des actions sur l'évaluation, parce qu'on sait qu'on ne pourra pas aller rembourser, par exemple, des solutions de télésurveillance si jamais ces solutions, elles ne sont pas évaluées. Les payeurs, les assurances maladie obligatoires en France ou dans les autres pays européens, n'accepteront pas de rembourser s'ils n'ont pas la preuve que telle et telle application, elle apporte de la valeur. Et donc, nous, on dit, parfois, ça coûte cher de faire des études d'évaluation cliniques et économiques. Et donc, nous, on va vous aider. Donc, on fait des appels d'offres. Là, par exemple, on a fait un appel d'offres à 20 millions d'euros qui permet d'accompagner des entreprises pour financer l'évaluation de leur système. Autre point sur tout ça, c'est qu'on booste le remboursement. C'est-à-dire notre objectif, c'est de rembourser les thérapies digitales, comme on rembourse hier et encore aujourd'hui, heureusement, les médicaments ou les dispositifs médicaux. Notre objectif, c'est vraiment d'avancer dans un système où on rembourse aussi les solutions numériques. Ça, c'est très important quand elles ont fait évidemment la preuve avec ces évaluations dont je parlais à l'instant. Et donc, nous, on mène un certain nombre d'actions pour permettre cela, notamment avec des dispositifs notamment qui s'appellent l'accès anticipé, qui permet des innovations, alors qu'elles sont encore en train d'être évaluées, de pouvoir bénéficier d'un espèce de pré-remboursement pendant un certain temps. Et peut-être dernier point, ça fera lien, je crois, avec au-delà de tout ce que j'ai évoqué sur la partie utilisation primaire des données, c'est-à-dire échanger des données souvent nominatives dans le cadre du soin et de la santé, il y a aussi toutes les questions de réutilisation secondaire des données, c'est-à-dire les données qui sont généralement pseudonymisées, on va les réutiliser
pour de la recherche, de l'innovation. Je vous donne un exemple, une entreprise qui veut faire ce qu'on appelle du learning, c'est-à-dire de l'apprentissage sur des mammographies pour savoir, en apprenant sur des centaines de milliers de mammographies, en comparant les comptes rendus et les mammographies. Ça permet d'avoir des outils qui permettront d'éclairer la décision des cliniciens, notamment qui font des comptes rendus pour les mammographies et peut-être de détecter certaines choses qui n'auraient pas été vues. Et donc ça, c'est très important que les entreprises aient accès à ces données. Donc ça, c'est tous les enjeux autour de la réutilisation secondaire. Donc on travaille beaucoup, par exemple, avec la plateforme des données de santé, où on travaille à financer dans les centres hospitaliers universitaires des entrepôts de données de santé qui vont permettre à ces entreprises d'avoir accès à ces données pour concevoir des nouveaux algorithmes et des nouveaux produits innovants dont l'objectif est évidemment qu'ils arrivent sur le marché, c'est-à-dire qu'ils servent après in fine dans la santé. Voilà en tout cas un bref aperçu de nos actions dans le domaine du numérique en santé. Et encore une fois, peut-être 2 messages. Activez votre espace santé si vous ne l'avez pas déjà fait. Et n'hésitez pas à aller sur le site isanté.gouv.fr si vous voulez en savoir plus sur notre feuille de route et nos bilans. Et puis on aura évidemment l'occasion de continuer les échanges dans la suite de cette table ronde. Merci beaucoup. Merci beaucoup Raphaël. Donc vous avez compris le message est clair. Allez voir Mon Espace Santé pour ceux qui ne l'ont pas déjà fait. Donc merci beaucoup pour cette vision très générale de la régulation aujourd'hui des données de santé par l'État. Et je pense que c'est effectivement, il y a eu beaucoup de changements depuis quelques années. J'espère qu'on est sur la bonne voie. Et maintenant, je voulais laisser la parole à Benoît Dervaux, qui est économiste au CHU de Lille et à l'Université de Lille, et qui va prolonger ce qui vient d'être dit par Raphaël pour nous parler des opportunités d'efficience et d'efficacité qu'offrent les outils de e-santé. Merci Jérôme. Oui, donc moi je suis Benoît Dervaux, donc je suis de Lille. Alors le système de santé français est soumis à un certain nombre d'enjeux très importants, vous le savez. Donc il y a d'abord le vieillissement de la population, la transition épidémiologique avec la montée en puissance des maladies chroniques. Il y a une vraie question autour finalement de l'orientation curative du système et le manque de prévention dans le système. Il y a la question de la démographie médicale avec la question des déserts médicaux. Il y a la question des inégalités sociales de santé. Et puis il y a la question qui est récurrente de la qualité des soins, y compris de leur pertinence. Et puis on sait que dorénavant la prise en charge, elle va se répartir entre plusieurs prestataires de soins. Et donc, il y a la question de la coordination et la définition des parcours, qui sont des enjeux très importants. Alors, deuxième point important, la médecine de demain, elle sera quoi? Alors, il est courant de dire que la médecine de demain, elle sera 4P. Alors, c'est 4P, c'est 5P, c'est 6P en fonction de qui on est. Alors, le modèle 4P, c'est quoi? C'est-à-dire que la médecine de demain, elle sera personnalisée. C'est-à-dire qu'en gros, on va pouvoir traiter le patient en fonction de ses caractéristiques propres, de ses données omics. Voilà, on va pouvoir identifier les choses. Elle sera prédictive, c'est-à-dire qu'on va pouvoir effectivement essayer de prédire ce qui va arriver au patient au cours du temps. Elle sera préventive et puis elle sera participative avec le patient qui est un véritable acteur de sa santé. Alors, ça c'est le modèle 4P habituel et puis on en rajoute un 5P si on dit que la médecine doit continuer à être fondée sur les preuves et on rajoute un 6P si jamais on se dit on doit mettre le focus sur les parcours. Donc c'est ça les préconisations sur la médecine de demain. Alors une fois qu'on a ça en tête, à la fois les enjeux et puis l'évolution à venir de la médecine, on se dit que la e-santé, elle a probablement un rôle très important à jouer là-dedans et elle permet d'apporter un certain nombre de réponses à ces questions et à ces enjeux. Alors juste pour essayer de cadrer un peu la question du point de vue économique, il est important alors on peut se référer à un rapport récent qui est le rapport de l'Institut Montaigne, qui essaye de faire un cadrage macro de l'impact de la e-santé sur l'évolution du système de santé. Et l'Institut Montaigne, en fait, distingue 5 axes de rupture, et je pense qu'on peut être à peu près d'accord avec ces 5 axes de rupture. Le premier axe de rupture, c'est l'autonomisation des patients. Le patient devient acteur de sa santé, le patient agit donc dans des choses assez triviales comme la prise de rendez-vous, l'organisation de son hospitalisation en pré-hosp, l'organisation de son parcours en post-op. On a tout le domaine de l'éducation thérapeutique, on a tout le domaine du coaching avec nécessairement un retour, par exemple avec un biofeedback qui fait qu'avec des montres connectées, on peut essayer de faire en sorte que les gens changent leur comportement.
Donc ça, c'est le premier axe, l'autonomisation des patients. Le deuxième, c'est la dématérialisation des échanges. Jérôme l'a dit, dématérialisation des échanges entre finalement les prestataires de soins et entre les prestataires de soins et le patient. Donc on a parlé de l'espace numérique en santé, on a parlé des messageries sécurisées, on a parlé de la e-prescription, enfin donc le fait de pouvoir transmettre des ordonnances de manière informatique. Le troisième point, c'est la télémédecine avec ses trois fonctions, la téléconsultation, la téléexpertise et puis la télésurveillance. Par exemple, les gens qui ont des pacemakers savent que leur rythme cardiaque est contrôlé à distance et si jamais il survient un problème, et le cardiologue qui est en charge de leur suivi en sera averti et pourra donc faire en sorte d'intervenir. Le quatrième axe de rupture, c'est l'automatisation des processus logistiques. Alors moi, je vais prendre des exemples que je connais bien au CHU de Lille. Par exemple, c'est le fait d'être beaucoup plus efficace dans la distribution des médicaments dans les services hospitaliers avec des armoires sécurisées qui sont connectées. Et donc, on remplit les armoires. Une fois qu'elles sont vides, ça sonne à la pharmacie centrale. Et puis, on peut faire un réappro de l'armoire. Ça peut être des choses beaucoup plus complexes. Je pense, par exemple, chez nous, il y a un projet de chaire industrielle autour d'un jumeau numérique, donc un avatar numérique de la pharmacie centrale. Donc ça veut dire qu'en gros, on va créer une pharmacie numérique et puis on va pouvoir là-dessus simuler un certain nombre de changements organisationnels pour voir si ça améliore les choses, etc. Donc récemment, par exemple, il y a eu des travaux autour de la réorganisation de la distribution des médicaments pour faire gagner du temps aux pharmaciens. Donc vous voyez, c'est des choses assez précises. Et puis le dernier point, c'est l'aide à la décision médicale. Et donc là, par exemple, on va avoir donc tous les services autour de finalement des systèmes intelligents d'aide à la décision médicale. Alors je vais prendre deux exemples. Toujours dans le domaine de la pharmacie, le fait de, par exemple, pouvoir contrôler l'iatrogénie médicamenteuse. Donc il fut un temps où on se contentait simplement de regarder le Vidal et de savoir que tel médicament était incompatible avec tel autre médicament. Et dorénavant, on fait des choses beaucoup plus subtiles parce que ça va dépendre des caractéristiques du patient. Et puis on fait des choses en temps réel, c'est-à-dire qu'il y a un examen de biologie qui vient de donner les résultats. Et bien, cet examen de biologie vient dans le système d'information et on sait dorénavant, en fonction de la mesure biologique qui a été faite, que, par exemple, tel médicament n'est plus adapté. Voilà. Donc, vous voyez un petit peu des choses qui sont très, très précises et qui permettent de faire ça. Un autre exemple autour de l'aide à la décision médicale, c'est chez nous, par exemple, on est en train de tester, vous savez que les patients qui sont obèses et qui ont une chirurgie bariatrique ont l'obligation par la HS d'être suivis annuellement. C'est impossible parce qu'il y a tellement de gens qui se sont fait opérer que les services sont complètement engorgés. Et donc l'idée, c'est d'avoir là des balances connectées, puis d'avoir un système d'ABAC. Donc si la personne maigrit trop, c'est qu'elle fait un problème. Et si elle grossit trop, c'est qu'on a loupé quelque chose. Voilà. Et donc effectivement, on laisse tranquille la plupart des gens. Et puis les gens qui sortent par le haut ou qui sortent par le bas du système d'ABAC, eh ben, ils sont rappelés dans les services pour effectivement faire un contrôle. Donc juste pour illustrer un peu des usages de cette santé numérique. Alors dans le rapport de l'Institut Montaigne, pour vous donner un ordre d'idée, le rapport estime qu'il y a entre 16 et 22 milliards d'euros annuels de gains possibles de performance. C'est énorme, c'est entre 5 et 10% des dépenses de santé. Donc vous voyez, on estime que si on arrivait à faire tout ça de manière intelligente, eh ben, on pourrait obtenir tout ça comme gain. Et bien sûr, dans le contexte économique qui est le nôtre, c'est loin d'être négligeable. Alors la France apparaît, dans les comparaisons internationales, un tout petit peu en retard par rapport aux autres pays, mais l'orateur précédent vous a dit qu'on essaye de rattraper les choses. Voilà, on court très vite et donc on va probablement rattraper les choses. Et donc il y a énormément d'éléments qui sont mis en place dans la politique publique pour essayer de rattraper ce retard. Alors la question importante dans la e-santé, c'est quoi ? C'est la gestion et le partage des données générées et nécessaires. C'est-à-dire il y a à la fois deux aspects dans la e-santé. Il y a à la fois amener les gens à renseigner les systèmes d'information. Et puis une fois que les données ont été générées, c'est comment finalement je vais utiliser ces données à des fins thérapeutiques, à des fins de... Voilà. Alors c'est absolument essentiel. Si vous vous souvenez de mes 4 P, il y en a au moins 3 pour lesquels c'est essentiel. La prédiction, la personnalisation et la prévention. Il faut à tout prix qu'on ait ce type de données, sinon on ne va pas. Alors ça veut dire quoi ça ? Ça veut dire qu'il y a 3 gros enjeux. Le premier enjeu, c'est de créer les infrastructures.
Donc on a beaucoup parlé du Health Data Hub, mais on pourrait parler d'autres plateformes. Et puis moi qui viens du monde hospitalier, on parle en ce moment beaucoup de la création des entrepôts de données de santé hospitaliers. Donc il va falloir créer des infrastructures. Il va falloir gérer et sécuriser les flux. C'est des données sensibles, il va falloir qu'effectivement on les gère. Et puis il va falloir adapter et adopter des normes pour que ces données se parlent entre elles, parce que sinon ça ne sert à rien. Et donc ça c'est l'enjeu d'interopérabilité dont on a beaucoup parlé. Et donc en termes économiques, l'un des cadres théoriques qui peut être mobilisé pour essayer d'analyser ça, c'est les effets de réseau. Puisqu'en gros, je profite, la valeur qui est créée dépend du nombre de personnes qui contribuent au système. Et donc il faut amener le maximum de gens à contribuer au système, c'est-à-dire à la fois les patients qui donnent leur accord et les professionnels de santé qui participent au fait de renseigner ces données. Et ces données en sont ensuite éventuellement mises au service d'un bien commun et mises en relation entre les patients. Alors les données ont une valeur économique, ça c'est bien clair, parce qu'elles permettent l'amélioration de la prise en charge, et donc c'est en gros un bien commun. Alors il faut faire attention avec les données, parce qu'en fait la donnée ne veut pas dire que... il y a un enjeu important autour de la qualité de la donnée. Il faut bien distinguer ce qui est la donnée de ce qui est l'évidence. Alors évidence au sens du mot anglais, de la preuve. La donnée brute en tant que telle, parfois elle existe, elle est fournie par les systèmes de routine, mais ce n'est pas pour autant que l'on va pouvoir en faire quelque chose en dehors de l'usage premier qui était le sien. Et donc, il faut imaginer que ces données, pour qu'elles aillent vers l'évidence, il faut qu'elles soient curées, il faut qu'elles soient reliées entre elles, il faut qu'elles couvrent un large spectre. Il faut à la fois des données cliniques, des données omics, voilà. Donc, il faut vraiment, il y a un enjeu important. Et donc, derrière ça, il y a l'idée qu'il y a un coût extrêmement important, et que si il y a un coût, il faut effectivement que le bénéfice en face soit effectivement important. Donc voilà, donc il y a cette question du coût, elle est extrêmement présente, notamment dans la manière dont on va créer les entrepôts de données hospitaliers, la manière dont on va pérenniser les financements, la manière dont on va créer finalement de la valeur autour de ces données. Alors il y a deux questions importantes pour les économistes, et je finirai là-dessus. La première question, c'est la question des incitations. Comment est-ce qu'on fait pour que quelqu'un remplisse les données? Alors sur l'usage, on voit bien. Sur le fait de contribuer au système, c'est peut-être un peu plus délicat. Donc, il va falloir qu'on réfléchisse sur comment est-ce que finalement on incite les médecins à participer au système. Donc, on en a parlé. Il y a des forfaits, il y a un certain nombre de choses qui sont faites. Il y a des rémunérations particulières. Et puis, la deuxième question importante pour les économistes, c'est la question de l'évaluation. Et là, il va falloir qu'effectivement, on soit attentif parce que on est dans un domaine dans lequel l'innovation est très forte. Il y a une tentation assez forte lorsque l'innovation est forte, c'est de finalement accélérer l'accès au marché sans se donner les moyens d'avoir évalué. Et on sait qu'une fois que quelque chose est sur le marché, c'est très très compliqué d'évaluer. La difficulté particulière de la e-santé, c'est que les domaines de création de valeur sont assez différents de ce qu'on a l'habitude de faire en évaluation économique. D'habitude, on n'a que des effets cliniques. Là, il y a des effets qui sont d'une autre nature, des effets de bien-être, des effets organisationnels, voilà. Et tout ça, c'est c'est assez mal à ce jour évalué dans les systèmes d'évaluation actuels. Et donc, il y a un véritable enjeu pour revisiter les systèmes d'évaluation. Merci beaucoup, Benoît. Tu as rappelé les gains d'efficience possibles. Tu as aussi parlé, c'est là-dessus que je vais rebondir et donner la parole à Antoine Chapsal. Tu as parlé des plateformes numériques, de la production de données et de la régulation de ces plateformes numériques. Et donc, je laisse la parole à Antoine Chapsal pour nous parler de ces questions de régulation économique des plateformes. Et Antoine Chapsal, qui est associé du cabinet Analysis Group. Merci beaucoup Jérôme et merci aux organisateurs de ces journées de l'économie. Alors en fait Jérôme j'hérite de la question la plus large du panel et c'est un débat extrêmement important qui date maintenant depuis plusieurs années à la fois aux États-Unis et en Europe. C'est la question de savoir dans quelle mesure et comment il faut réguler les plateformes numériques. Et cette question, elle est évidemment fondamentale pour tout type de plateforme numérique. Elle est encore plus fondamentale pour les plateformes numériques qui ont trait à la santé. On a vu, et vous l'avez tous rappelé, à quel point elles jouent un rôle extrêmement important et à quel point, en réalité, elles sont source d'innovation. Elles permettent
de développer des services qui aident patients, médecins et toutes les parties prenantes. On peut juste rappeler par exemple à quel point la plateforme Vitmados pendant le Covid a facilité la vaccination massive. Alors, en réalité, mon intervention, et Raphaël Beaufret l'a rappelé, c'est d'essayer de comprendre ce que le marché peut faire et ce qu'il ne peut pas faire. La régulation, en réalité, c'est de comprendre ce que le marché peut faire et ce qu'il ne peut pas faire. Alors, j'aborderai en fait 3 points dans cette brève intervention. Le premier, c'est les critères économiques qui peuvent nous amener, les principes économiques qui peuvent nous amener à chercher à réguler des plateformes numériques. J'appliquerai ces critères aux plateformes de la santé qu'on connaît et qu'on a décrit déjà abondamment. Et puis, je terminerai en disant que ce qu'il faut fondamentalement réguler à l'aune de ces principes, c'est pas tant les plateformes elles-mêmes qui sont les entreprises, même si je suis complètement d'accord avec ce qui a été dit sur la nécessité de l'interopérabilité, de la sécurité évidemment, mais c'est le côté numérique des plateformes numériques, c'est-à-dire la partie donnée, qui est un objet économique particulier que le marché, en réalité, pour en revenir à lui, ne sait pas très bien gérer. Alors, pour commencer sur les principes, d'une certaine manière, qui président au recours à la régulation, en réalité, la théorie économique standard va vous dire que on va se poser la question de la régulation d'un marché quand il ne fonctionne pas de manière concurrentielle. Et donc, quand, encore une fois, d'après la théorie économique la plus standard, il ne permet pas une allocation efficace des ressources. Il ne va pas permettre de produire, d'inciter suffisamment les acteurs, de produire suffisamment de services ou de produits innovants. En fait, il y a 2 grandes options possibles. Soit le marché ne fonctionne pas de manière concurrentielle parce que les entreprises adoptent des comportements qui sont restrictifs de concurrence, soit le marché ne fonctionne pas de manière concurrentielle parce qu'il ne peut pas fonctionner intrinsèquement, indépendamment du comportement des plateformes, de manière concurrentielle. Et en fait, c'est la grande différence entre la politique de la concurrence d'une part et la régulation d'autre part. La politique de la concurrence vise à punir d'une certaine manière et à contrôler les comportements anticoncurrentiels qui entravent le fonctionnement normal du marché, et la régulation vise à, d'une certaine manière, s'immiscer dans le business model des entreprises pour essayer de les aider ou même de les forcer à une allocation plus efficace, en réalité à une meilleure efficacité. Alors, du coup, on va réguler véritablement les marchés qui présentent des défaillances importantes. Un exemple très simple de défaillance de marché que vous connaissez tous, c'est les asymétries d'information. Quand l'acheteur et l'offreur n'ont pas la même information, on est dans l'obligation de réguler. C'est exactement la raison pour laquelle on régule les taxis. Vous ne rentrez pas dans un taxi sans connaître le prix. Donc il faut que le prix soit régulé. Et d'une certaine manière, Uber a réglé ce problème en annonçant avant même la course le prix, la voiture que vous allez prendre et le trajet que vous allez faire. D'accord ? Il y a un autre exemple, évidemment, de défaillance de marché, ce qu'on appelle les monopoles naturels, et vous connaissez ça sans doute, c'est quand les coûts fixes sont extrêmement élevés, on ne va pas avoir 2 réseaux ferrés en concurrence entre Paris et Lyon, ça n'aura aucun sens. Et donc, du coup, on a une entreprise qu'on régule. Et puis, sans aller jusqu'à cet extrême, il y a des marchés qui ont des barrières à l'entrée extrêmement importantes et pour lesquels l'entrée de nouveaux concurrents qui peuvent apporter les incitations nécessaires n'est pas possible, et la question de la régulation se pose. Alors, si on applique ce sera le deuxième point de ma présentation, si on applique ces principes aux plateformes, on s'aperçoit que les plateformes ont une spécificité extrêmement importante, on en a parlé, c'est qu'elles vont mettre en relation différents groupes d'utilisateurs. Par exemple, Doctolib va mettre en relation des patients et des médecins. Vitmados, j'en ai dit un mot, va mettre en relation des patients et des centres de vaccination. Et
il y a quelque chose de plus qui a été mentionné par Benoît pour véritablement avoir une plateforme numérique, c'est qu'il faut qu'il y ait des effets de réseau indirects. C'est-à-dire, il faut qu'en réalité, l'utilité, le bénéfice des différentes phases du marché, des différents utilisateurs, soient interdépendants et permettent le développement de la plateforme. Plus il y aura de médecins sur Doctolib, plus les gens utiliseront Doctolib, plus les gens utiliseront Doctolib, plus il y aura de médecins, etc. etc. C'est la même chose pour Airbnb et toutes les plateformes que vous connaissez. Et le problème qu'on a, et c'est le fondement de la question de la régulation des plateformes, c'est que ces effets de réseau indirect aboutissent à des entreprises qui peuvent être, le cas échéant, assez puissantes. Et c'est la raison pour laquelle la Commission européenne a décidé d'adopter le Digital Market Act, qui va réguler, c'est-à-dire imposer de manière drastique un certain nombre de restrictions au business model de certaines plateformes numériques. Et en réalité, c'est seules les très grosses plateformes numériques qui vont faire l'objet que la Commission appelle des gatekeepers, qui vont faire l'objet de cette régulation. Mais c'est pour éviter la crainte de Raphaël Beaufret de se retrouver dans une situation où mes données personnelles de santé se retrouvent chez les GAFA et que les GAFA puissent en faire l'utilisation qu'ils veulent. Donc la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il faut réguler les plateformes de taille moindre? Et là, je pense que les différents éléments mentionnés sont parfaitement pertinents. À mon sens, il ne faut pas surestimer pour les plateformes de santé qu'on connaît et qui ont été développées les effets de réseau indirect. Je pense aussi que ces plateformes proposent des services qui sont assez différenciés et que quand vous avez des plateformes, le fait d'avoir une certaine différenciation fait que vous allez peut-être être amené à les utiliser en même temps, donc ce qu'on appelle le multi-homing, d'utiliser différentes plateformes, et donc ainsi de les mettre en concurrence. C'est là que l'interopérabilité est un enjeu évidemment majeur. Du coup, je suis complètement d'accord sur à la fois la nécessité de l'interopérabilité, la nécessité de la sécurité, tout ça va de soi, mais je ne plaiderai pas pour une régulation beaucoup plus massive des plateformes de santé telles qu'elles existent aujourd'hui. En revanche, je pense que si on applique le cadre que je viens de décrire aux données, on s'aperçoit que là, il faut une régulation qui est beaucoup plus sérieuse, notamment dans le domaine de la santé, car évidemment, c'est des données particulièrement sensibles. En fait, le marché, je le disais en introduction, échoue complètement à traiter la question des données. D'abord, première remarque évidente pour montrer ce point, c'est que le marché n'est pas capable de vous donner un prix, n'est pas capable de vous donner la valeur des données. Vous pouvez prendre n'importe quel marché, le marché des voitures, le marché des machines à laver, même le marché de certaines plateformes numériques, et vous allez avoir un prix pour la transaction. Ici, les données n'ont pas véritablement de prix, et on s'aperçoit en réalité que chacun d'entre nous a une vision très objective de la valeur de ces données. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on sait que ces données sont parfaitement fondamentales pour le développement de la santé, mais on sait qu'elles n'ont de valeur que si elles sont utilisées de manière efficace. Et on sait aussi qu'en réalité, il faut agréger ces données. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un unique producteur qui pourra faire quelque chose d'intéressant avec ces données, mais il faut différents producteurs de données pour arriver à des résultats et à des innovations véritablement fondamentales. Et donc la question, c'est pas tant c'est la question de la valeur des données, mais c'est aussi la question du partage de cette valeur. Et je sais que c'est des questions qui sont importantes dans le cas des entrepôts de données et du Health Data Hub que vous mentionnez. Et puis le dernier point, qui revient à mes questions d'origine, c'est que les données peuvent fournir du pouvoir de marché. Et donc du coup, il faut essayer d'éviter que les données deviennent ce qu'on appelle des facilités essentielles qui permettent aux entreprises d'acquérir des positions de marché qui sont plus contestables. Donc pour conclure, il faut une régulation, même, je dirais plutôt une réglementation des plateformes, c'est évident, mais il faut une régulation extrêmement scrupuleuse, à la fois en termes de sécurité et pour favoriser l'innovation, donc en termes de production des données de santé. Merci beaucoup.
Merci beaucoup Antoine pour ce détour primordial par les questions de régulation du marché et des plateformes numériques en l'occurrence. Et tu as parlé de la question du partage de la valeur créée. Et ça me permet de rebondir vers Jérôme Leleu, qui est fondateur et président de Sim4Health et également président de l'Institut pour la e-santé. Et je vais vous laisser la parole, Jérôme, et pour parler justement des questions de partage de la valeur et de collaboration entre industriels et secteur public, qui est une clé des modèles économiques futurs. Merci Jérôme, et bonjour à toutes et à tous. Donc Jérôme Leleu, je suis donc le président de Sim4Health. Je suis le vice-président de l'INES, donc l'Institut national de la e-santé, qui est un institut en fait qui a pour objectif d'accompagner le développement du secteur de la santé, notamment sur les sujets qu'a rappelé M. Beaufret, notamment sur l'évaluation des dispositifs, la formation qui est un élément important et qui est également bien sûr le cœur de notre activité. Donc moi ça fait 15 ans que j'officie dans le domaine de la santé numérique. J'ai créé une première entreprise qui s'appelle Interaction Healthcare et qui avait pour ambition en fait d'essayer de trouver comment les applications numériques qui nous entourent peuvent être utiles pour les patients et les problèmes de santé. Et ça, je pense que c'est essentiel. On parle beaucoup de numérique, de technologie, mais comme l'a rappelé également M. Beaufret, c'est avant tout pour le service, bien sûr, des patients. Et ça nous a guidés sur pas mal de projets, et notamment sur la création, quelques années plus tard, donc de Sim4Health, qui est donc la deuxième entreprise, et qui est spécialisée dans la formation des problèmes de santé. Alors bien sûr, dans le cadre de GECO, on parle de la dimension économique, et je pense qu'il faut pouvoir associer en fait deux piliers qui sont essentiels dans la santé numérique à date d'aujourd'hui, qui sont la démarche de co-conception et bien sûr de modélisation économique. Et je pense qu'Alexandra pourra également en parler en tant que chef d'entreprise. Quand je parle de co-conception, c'est que pendant pas mal d'années, il y a eu beaucoup d'initiatives qui ont été développées, mais sans prendre en compte les cas d'usage en fait de ceux qui bien sûr l'utilisent. C'est-à-dire vous, dans la salle, qui devait pouvoir être pris en charge sur des pathologies, qu'elles soient chroniques ou lorsqu'il y a des maladies plus simples. Et donc, c'est important de pouvoir intégrer dès le début, dans le cadre de ces projets-là également, un autre partenaire essentiel dans le domaine de la santé, qui sont bien sûr les produits de santé. Donc nous, dans le cadre de Sim4Health, c'était la demande de Jérôme sur des exemples très concrets par rapport à cette table ronde. Nous, Sim4Health, on est donc spécialisé dans la formation des problèmes de santé, c'est-à-dire qu'on accompagne les futurs problèmes de santé, mais ceux aussi qui sont en activité, donc ce qu'on appelle la formation initiale et continue, pour assurer une meilleure prise en charge des patients par ce qu'on appelle la simulation numérique. On recrée virtuellement des situations cliniques. On va parler de patients virtuels, d'avatars. On parle beaucoup en ce moment de métaverse. Nous, ça fait maintenant plus de 6 ans qu'on développe ces technologies et qui ont en fait un principe éthique important qui est jamais la première fois sur le patient. Alors c'est clair que depuis maintenant une cinquantaine d'années, le domaine de l'aéronautique, par exemple, forme tous ses pilotes par la simulation. Il y a des simulations d'avions qui vont vous permettre de bien vous préparer lors d'un vol. Si vous prenez un avion pour repartir peut-être à un autre endroit et que je suis le pilote de cet avion et je vous dis « Messieurs, dames, je suis très ravi de prendre ce premier vol. C'est mon premier vol aujourd'hui et c'est la première fois que je prends cet avion et voir que je puisse le tester. Je ne suis pas sûr que votre vol se passe très bien, qu'il y ait une sorte de sérénité absolue. » Alors ça peut faire sourire, mais c'est vrai qu'on pense que cette analogie, elle est valable également pour le domaine de la santé, que ça fait 50 ans que les gens et que les problèmes de santé sont formés par la simulation. Eh bien, ce principe éthique de jamais la première fois sur le patient, il a été édicté par la Haute Autorité de Santé parce que, il y a toujours une première fois sur le patient, puisque bien sûr, on va pouvoir interagir avec le patient, mais que plus vous êtes formé en amont, plus le jour J où vous êtes avec le patient, bien évidemment, vous commettez moins d'erreurs. Et donc, depuis une vingtaine d'années, vous avez ce type d'approche qui est faite avec soit des mannequins, soit le numérique, ce qu'on développe aujourd'hui, alors soit sur des casques de réalité virtuelle ou sur des tablettes. Alors, je vais donner 2 exemples concrets sur les modélisations, puisque dans la santé et dans la e-santé, vous l'avez dit à plusieurs reprises, la modélisation économique est un vrai sujet. Il y a beaucoup de levées de fonds.
Alexandra pourra également en parler. Il y a beaucoup de moyens qui sont mis à disposition, mais la modélisation, c'est-à-dire les revenus récurrents qui permettent, un peu à l'image, bien sûr, du médicament ou des dispositifs médicaux de s'inscrire sur la durée, eh bien, il y a encore beaucoup de questions qui sont posées. Dans le cas de nous, de Sim4Health, on a deux modèles. Un premier modèle, on travaille sur le domaine de la création de contenu. Je vais vous donner un exemple concret. On a fait une collection sur les soins infirmiers. Il y a un vrai sujet de la formation des futures infirmières et infirmiers, qui sont une compétence qui, notamment, sont données aux régions. Et les régions, donc, qui vont financer, en fait, les instituts de formation. Et dans ce cadre-là, ils ont également une autre fonction qui est d'aider le développement économique des entreprises. Nous, nous sommes basés donc sur Bordeaux et la région donc Nouvelle-Aquitaine a soutenu un projet qu'on a mis à disposition en disant, et vous l'avez souligné également, M. Beaufret, sur notamment la télémédecine. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites en télémédecine avec ce qu'on appelle des POC, des preuves de concept. On va trouver un petit peu d'argent pour pouvoir développer le système, on va le mettre à disposition, mais sa massification, son utilisation sur du long terme ne va pas être faite. C'est pareil dans la formation. Et si je prends un exemple très concret de Netflix, que tout le monde connaît dans la salle, c'est comme si vous mettez une formation à disposition sur Netflix en disant que c'est le premier épisode, il vous semble passionnant, et vous dites c'est très bien, j'ai envie de continuer cette série, et on vous dit ah non mais attendez, l'épisode 2 à 10, ben, on n'a pas les financements, et on va essayer de le trouver. Ben, forcément, au bout du premier, vous arrêtez, et puis l'usage n'est pas reproduit. Donc nous, on a travaillé avec la région pour pouvoir nous financer et lancer le projet. Donc ça, on l'a lancé il y a maintenant 3 ans. Et ce qui était important, j'ai parlé de la co-conception, on l'a fait avec les 40 établissements, les 40 formateurs des 27 établissements de Nouvelle-Aquitaine, mais également aussi les autorités de santé, notamment avec l'ARS, donc l'Agence régionale de santé, pour vraiment comprendre quels étaient les besoins. Parce que quand vous avez une application qui est faite par des gens qui ont soit la formation, dans le cas des formateurs, mais aussi les utilisateurs, forcément, vous avez une adoption qui est plus forte. Donc ça, c'était le premier point. Le deuxième point, on l'a fait également en recrutant des infirmiers. Donc dans nos équipes, on a des médecins, on a des pharmaciens, on a des gens de la technologie, et on a des infirmiers qui vont permettre d'échanger en fait, avec ces interlocuteurs. Le résultat, en fait, 3 ans plus tard, notre solution aujourd'hui, elle est diffusée dans tous les établissements de France. On travaille avec la Croix-Rouge française, qui est un acteur très important, parce qu'on a pu, grâce à ce soutien financier, permettre également de comprendre quels étaient l'usage et trouver la modélisation économique qui est importante. Donc ça, c'est un premier exemple. Et le deuxième, on répond dans le domaine de l'e-santé et de la santé numérique à des vrais enjeux sociétaux et des vrais sujets bien sûr de santé. Le dernier projet qu'on a développé s'appelle RARSIM. Et RARSIM, en fait, c'est une plateforme de simulation de formation, comme pour les infirmiers, mais là pour l'ensemble des médecins, médecins généralistes et médecins de spécialité, sur les maladies rares. Alors les maladies rares, quand on en parle, souvent les gens pensent que, comme c'est rare, ça touche que quelques patients ou quelques milliers de patients en France. Aujourd'hui en France, c'est 3 millions de patients qui sont touchés par les maladies rares, c'est près de 7000 maladies rares, et la prévalence donc, des maladies rares est identique au diabète. Le diabète, on en parle beaucoup. C'est 4 millions de Français qui sont touchés par le diabète. Eh bien, les maladies rares, c'est quasiment autant. Et en plus, avec le séquençage aujourd'hui, on découvre des nouvelles maladies rares. Ça fait maintenant plus de 4 ans que nous, on essaye, au niveau de Sim4Health, on est une entreprise privée, d'essayer de trouver les moyens pour pouvoir le mettre en place. Et là aussi, il y a des innovations dans le domaine des financements avec des acteurs, je pense notamment à la Coalition Next, qui est une organisation qui réunit des acteurs publics et privés, la PHP, BPI France, des hôpitaux, le CHU de Brest, de Bordeaux, la PHP, qui vont, avec notamment le soutien d'industriels, permettre le financement de ces projets. Et comme l'a souligné M. Beaufret, là, une notion qui est essentielle dans le domaine du numérique, c'est bien sûr la confiance. Et le deuxième élément, c'est bien sûr l'éthique. Et donc il faut que ces financements puissent servir les patients. Et donc nous, on a réussi en fait à développer cette plateforme qui va permettre en fait de former donc ces problèmes de santé, donc d'avoir une formation sur la culture du doute. Et si ce patient qui était dans mon cabinet avait une maladie rare, et sachez que quand je parle de problème de santé publique, les maladies rares, vous pouvez avoir une errance diagnostique. Donc l'errance diagnostique, c'est avoir pendant plusieurs années aucun protocole qui va être mis sur votre maladie. Vous ne savez pas quelle maladie vous avez,
Donc c'est extrêmement anxiogène pour les patients et bien sûr pour leur famille. Et donc le but de cette formation, c'est qu'elle va normalement réduire l'errance diagnostique pour adresser plus facilement. Et pour cela, en fait, on a eu donc le financement d'acteurs industriels de santé qui vont donc, j'irais, soutenir de manière financière ce projet, mais en respectant le principe éthique que j'évoquais, c'est-à-dire de ne pas intervenir, bien sûr, sur les contenus pour garantir la qualité de ces projets. Et quand je parle, et Jérôme soulignait l'aspect de collaboration, l'e-santé, c'est cette conception avec les utilisateurs, avec ceux qui vont le développer, l'utiliser, mais aussi ceux qui vont faire partie de l'écosystème. Et donc nous, on travaille avec un acteur qui est important, qui est l'Institut Imagine, qui est le pôle mondial de la recherche et de l'enseignement, et également aussi de la prise en charge des patients maladies rares, qui est donc à la PHP, donc à l'hôpital Necker, et qui en fait est le partenaire avec nous sur les contenus. Donc on va travailler avec des experts, des médecins qui vont être capables de pouvoir permettre cette formation. Alors pourquoi je souligne ce point, et j'en finirai là-dessus par rapport à cette démarche de co-conception et de modélisation économique, sans le soutien d'acteurs médicaux qui apportent le contenu, sans également le soutien de ces acteurs industriels de santé, nous n'aurions pas pu permettre l'accès gratuit de ces outils, puisque la formation est un élément qui est encore complexe à financer en France. Et donc, avec ces deux exemples sur les collections, sur les soins infirmiers, mais également les maladies rares, on montre que la santé peut avoir, avec ces modèles de collaboration, de belles années de développement et surtout à imaginer de nouveaux formats. Merci beaucoup, Jérôme, pour ces exemples concrets de collaboration et de modèle économique, même si j'aurais peut-être des questions à poser sur la pérennité de ce type de modèle économique, qui sont des questions importantes. Et sur ces questions également de modèle économique, mais sur d'autres types de dispositifs numériques, je vais laisser la parole à Alexandra de la Fontaine, qui est cofondatrice et présidente de l'entreprise Ludocare. Et je souhaitais remercier, j'ai oublié de le faire tout à l'heure, le collectif Femmes de Santé qui permet d'avoir aujourd'hui Alexandra avec nous. Et nous en sommes ravis. Alexandra, je te laisse la parole. Merci beaucoup Jérôme. Bonjour à tous. Je suis vraiment ravie d'être avec vous aujourd'hui. Moi, j'interviens donc en tant que présidente et cofondatrice donc d'une société privée qui développe ce qu'on appelle des thérapies digitales. Et voilà, super, merci. Je vais essayer, en fait, au travers de mon intervention en quelques minutes, de faire le lien. Et en tout cas, au travers d'un cas d'usage très précis et d'une solution, donc d'un dispositif médical, de vous montrer comment, finalement, on développe des solutions pour les patients, dans l'intérêt des patients, avec les patients, et en effet, quels vont être derrière les enjeux en termes de données, de modélisation économique et de preuves médicales. Alors, je démarrerai finalement sur les enjeux que Benoît vous a évoqués, puisque c'est comme ça qu'on a créé finalement la société, que sont aujourd'hui les problématiques liées aux maladies chroniques et la constante augmentation des patients atteints de pathologies chroniques. Alors, très rapidement, pour être sûr que tout le monde sache bien de quoi nous parlons, une maladie chronique est quelque chose que l'on a en tant que patient généralement tout au long de sa vie, qui évolue avec le temps, mais dont on ne guérit pas. D'accord. En revanche, il y a ce qu'on appelle des traitements médicamenteux très efficaces pour vous aider à mieux contrôler et mieux vivre avec votre pathologie au quotidien, pour finalement avoir, un état de santé ou une qualité de vie la plus normale possible. La problématique, c'est que ces traitements, en fait, ils sont souvent lourds, quotidiens, et ils doivent s'inscrire dans la durée. Donc il faut vraiment suivre avec précaution les recommandations médicales et la prescription faite par votre professionnel de santé. Ce que l'on constate, et ça c'est une problématique au niveau mondial, l'Organisation mondiale de la santé estime que seulement 1 patient sur 2 prend correctement ces traitements tels que recommandés et prescrits par son médecin. Et là, pour différentes raisons, on va peut-être pas rentrer dans l'ensemble des détails aujourd'hui. Nous, la volonté qu'on a aujourd'hui chez Ludocare, c'est de mettre le patient
au centre de son traitement et de lui permettre de devenir acteur. On a choisi aujourd'hui, pour avoir un impact à long terme sur la santé du patient, de développer ce qu'on appelle des thérapies digitales que nous avons dédiées aux très jeunes patients, donc à la cible pédiatrique, parce qu'aujourd'hui on considère, et en tout cas c'est ce que nous défendons, que comme pour tous les usages, comme pour tous les apprentissages, finalement c'est une question d'éducation et il faut pouvoir s'adresser au patient directement et pouvoir lui permettre très rapidement d'apprendre à devenir autonome, acteur dans la gestion de son traitement, avec des outils qui lui soient dédiés, avec des outils qui soient appropriés à son développement cognitif et à son âge, donc aussi à sa capacité d'apprentissage. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous avons développé ce qu'on appelle des thérapies digitales avec un compagnon connecté qui vient aider les parents et l'enfant dans la bonne gestion du traitement au quotidien. Alors, pour que vous compreniez bien et que finalement ça ne soit pas que des mots, mais vraiment une bonne illustration, je vous ai mis une petite vidéo. En revanche, on n'a pas le son, je crois. Vous n'entendez... On ne peut pas passer le son. Bon. Écoutez, là, c'est un papa qui témoigne et qui vous dit que quelque part, depuis qu'il utilise notre solution, sa vie au quotidien va beaucoup mieux parce qu'il a beaucoup moins de conflits avec sa petite fille, qu'aujourd'hui notre solution leur permet de les accompagner quotidiennement. On fait un relais de ce qu'on appelle l'éducation thérapeutique qui est effectuée par un professionnel de santé auprès du patient, et maintenant on s'en fait le relais au quotidien, à la maison, au travers d'un compagnon ludique qui va quelque part guider l'enfant avec des vidéos médicales animées, aider les parents dans le bon usage de l'ensemble des dispositifs pour bénéficier pleinement, si vous voulez, du bon usage et de la pleine efficience des traitements. Alors, comme on n'entend rien, je vous propose de passer. Pour vous dire que Benoît faisait aussi état de ce qu'on appelle la médecine des 5P, des 6P. Nous, aujourd'hui, on est encore sur du 4P. On va se diriger, on l'espère, au moins vers le 5P, mais c'est pour vous dire quoi? C'est qu'aujourd'hui, nous, on s'est focalisé là-dessus. On a co-développer nos solutions avec les parents et avec les enfants pour démarrer, parce que c'est vraiment une solution qui leur est dédiée. Et donc, on s'est basé sur leurs besoins, leurs usages, leurs problématiques, leurs ressentis pour développer une solution qui leur apporte finalement du bénéfice. Et pour rebondir sur ce que disait Raphaël, quand on dit qu'il faut vraiment finalement que ces solutions soient utilisées pour finalement qu'elles apportent un plein bénéfice, et ben on se rend compte que pour qu'il y ait vraiment une adoption et des usages, il suffit simplement de développer des solutions qui répondent aux besoins et qui apportent une valeur immédiate à son utilisateur premier. Donc nous, c'est ce sur quoi on s'est focalisé et ce sur quoi on s'est basé. Dans un deuxième temps, bien sûr, on a inclus les professionnels de santé parce que notre solution est aujourd'hui connectée. Notre solution, bien sûr, elle est liée au traitement de façon personnalisée de l'enfant. Donc, c'est le parent qui va paramétrer et qui reproduit l'ordonnance du médecin dans son application. Donc, on est vraiment sur une ultra-personnalisation du traitement. On est aussi sur de la participation, puisque l'enfant est acteur, l'enfant interagit avec son robot compagnon et l'enfant, finalement, remonte lui-même de la donnée. Et puis, en effet, notre objectif derrière, c'est bien de démontrer le bénéfice clinique de nos solutions sur la santé des patients avec un objectif économique qui est de dire que si l'on agit quelque part en prévention, alors là, on parle de prévention tertiaire puisque le patient est déjà diagnostiqué, il est malade, mais l'objectif, c'est bel et bien de limiter la dégradation de son état de santé, de lui permettre de mieux contrôler sa pathologie et donc de limiter les hospitalisations, les rendez-vous d'urgence, eh bien, on aura un bénéfice économique. Alors,
tout cela pour vous dire que, en effet, ça signifie apporter des preuves. Apporter des preuves au travers de quoi? Eh bien, d'essais cliniques, d'investigations cliniques. On parle d'investigations cliniques dans le cadre du dispositif médical pour prouver l'ensemble de ces éléments et notamment effectuer en effet des calculs économiques savants pour pouvoir montrer l'impact économique positif sur le système de santé avec une visée en effet à terme de prise en charge, parce que l'objectif, c'est d'apporter de la valeur à l'ensemble des participants de l'écosystème. Donc, que ce soit, bien entendu, pour le patient en première intention, afin qu'il arrive à mieux contrôler sa maladie, mieux vivre avec, pour les parents, pour améliorer vraiment la qualité de vie, le suivi au quotidien, soulager la charge mentale, pour le système de santé, en réduisant les coûts, mais aussi en remontant de la donnée aux professionnels de santé. Et enfin, ne les oublions pas, les industriels du médicament, parce que l'objectif à terme, c'est toujours d'apporter plus de valeur aux patients et donc de poursuivre ces éléments de recherche et développement pour pouvoir apporter des traitements toujours plus efficaces, plus pertinents et moins contraignants pour les patients. Alors en effet, Jérôme Leleu a raison, tout cela, ça nécessite aussi beaucoup d'investissement, beaucoup de financement, c'est extrêmement lourd. Faire de la recherche et développement, faire de l'innovation, c'est très bien, mais ça ne sera une réelle innovation que quand elle arrivera massivement dans les mains des patients. Et aujourd'hui, il est vrai que dans le numérique, il y a beaucoup de différents types de solutions qui sont proposées. Je pense qu'il est important pour que chacun se sente à l'aise et pour que le patient et l'utilisateur en premier lieu se sentent à l'aise avec tout ça, qu'il y ait en effet des outils au niveau national, au niveau ministériel, qui vous permettent de savoir quelles sont les applications, les solutions qui sont validées par le ministère, qui sont solides, ou sur lesquelles vos données ne vont pas partir un peu partout et surtout à destination de n'importe qui. Donc que vous ayez un référentiel sur lequel vous appuyez, vous et vos professionnels de santé, pour bien vous conseiller, ça me semble essentiel. Mais en effet, derrière se posent bien entendu des questions de financement global de ces solutions, surtout dans notre système de santé qui se veut en effet très équitable et pour que ça puisse en bénéficier à chacun. Aujourd'hui, je suis ravie d'entendre, Raphaël, qu'on va avoir des accès, comment dirais-je, accélérés pour ces thérapies-là. Mais il est vrai qu'aujourd'hui, au niveau français, on est encore un petit peu en retard par rapport, bien sûr, à nos collègues américains qui ont pris beaucoup d'avance sur nous, mais même à quelques collègues européens. Je pense notamment à l'Allemagne qui a déjà réussi à mettre en place des accès réglementés plus rapides. Mais bon, je sais qu'on travaille dessus et qu'on y arrive très bientôt. Mais voilà, une innovation ne bénéficiera à nos patients que si et seulement si elles arrivent dans leurs mains et qu'elles leur sont mises à disposition. Voilà. Merci beaucoup Alexandra. Avant de prendre quelques questions dans la salle, je propose qu'on échange entre nous. Alors peut-être avez-vous des questions à vous poser, ou sinon moi j'en aurais une. Alexandra, peut-être juste pour rebondir sur ce que vous venez de dire concernant le financement de l'innovation, peut-être que vous pourriez en dire un tout petit peu plus. C'est une innovation thérapeutique, comme vous l'avez dit, oui, à visée thérapeutique. Donc elle rentre dans le même champ, on va dire, que les financements d'innovation de type médicaments. Quel est le processus auquel vous êtes confronté maintenant? Alors, du financement, il y en a à toutes les étapes en fait de l'évolution de votre produit ou de votre solution. Et là, je dois dire et je dois souligner qu'en France, on est extrêmement bien soutenu sur les phases de recherche et développement. Donc ça, c'est essentiel. On est soutenu avec beaucoup de subventions et d'aides publiques. En revanche, quand on arrive plus proche de la mise en marché
marché, de la commercialisation et quelque part, typiquement du business, hein, parce qu'aujourd'hui, les entreprises privées, même si on a des ambitions très louables pour les patients, on a une obligation de rentabilité économique, sinon notre structure n'est pas viable et donc on ne serait pas à même de mettre ces innovations sur le marché. C'est là aujourd'hui que quelque part, il faut être en effet assez solide financièrement et aller chercher les acteurs qui vont vous soutenir. Alors, il peut y avoir plusieurs acteurs hein, pour vous soutenir et on a une superbe institution chez nous en France qui est la Banque publique d'investissement qui souvent intervient à différents égards, que ce soit via des prêts, des subventions, mais aussi avec des prises de participation à votre capital. Donc là, on est dans de l'investissement pur au capital des sociétés. Et puis, vous avez aussi tout ce qu'on appelle les fonds d'investissement qui eux-mêmes viennent soutenir les sociétés. Alors, ça reste très avisé, très capitalistique. Hein. On est, même si on est dans le domaine de la santé, avec en tête, bien entendu, des calculs de retour sur investissement, avec des projections à terme. Ce sont des acteurs aujourd'hui privés qui, s'ils croient dans votre projet, s'ils vous soutiennent, investissent au capital de votre société. Pour cela, ça veut dire qu'il faut avoir derrière une stratégie très solide. Et nous, en effet, pour vous dire, on vient juste de lancer un communiqué de presse, mais pour annoncer justement le lancement de notre très grosse étude clinique en France pour venir démontrer nos bénéfices. Et on fait ça sur une approche mixte, centre hospitalier et cabinets libéraux, pour pouvoir à terme prétendre à une prise en charge, quel que soit le parcours du patient, et ça c'est essentiel. Merci. Moi, je voulais vous faire réagir sur... alors, en changeant un petit peu de modèle économique et en parlant plutôt des dispositifs qui visent à améliorer la coordination des soins, le partage de l'information. Il y a certaines expériences à l'étranger qui sont fondées sur des modèles économiques un petit peu différents, où c'est l'intégrateur des soins, d'une certaine façon, qui va être rémunéré. Alors, on a des expérimentations à des niveaux plus petits en France. Qu'est-ce que vous pensez de cette idée de rémunérer non pas directement le dispositif lui-même, mais les performances, les gains en termes de santé publique? Et donc, ça suppose donc de financer à un niveau global, au niveau de l'intégrateur des soins. Ça pourrait être une CPTS en France. Ou qu'est-ce que vous pensez de ce type de modèle économique qui vise à rémunérer, j'ai envie de dire, un peu indirectement l'innovation numérique au travers de la rémunération d'une organisation de soins? Est-ce que vous aviez des réactions là-dessus? Peut-être une réaction rapide. Aujourd'hui, le financement des acteurs de santé est beaucoup basé sur du financement, ce qu'on appelle à l'activité ou à l'acte, hein, que ce soit pour les hôpitaux, il y a des tarifications pour des séjours, que pour la médecine libérale, c'est de la tarification pour des consultations ou des actes. Il y a également le remboursement de produits de santé, et puis demain, on en a parlé à l'instant, de dispositifs médico-numériques. Il y a un certain nombre d'initiatives en France, notamment autour d'une démarche qui s'appelle l'article 51, du nom d'un article d'une loi de financement de la sécurité sociale qui a un peu lancé ses travaux pour essayer de faire de la recherche et développement, entre guillemets, sur quels sont les bons modèles de tarification demain. Et je sais qu'un certain nombre d'expérimentations sont justement autour de la capacité à financer des épisodes de santé qui sont sur des durées plus longues de prise en charge et beaucoup plus globalisées. C'est-à-dire, plutôt que de payer chacun, en fait, on paye un acteur qui ensuite se coordonne avec d'autres acteurs, et puis qui sont aussi des dispositifs qui permettent d'insérer des notions de financement au résultat, à la qualité et notamment à la réussite en termes de santé ou de satisfaction pour le patient lui-même. Donc ça, c'est des travaux qui avancent et c'est un des gros enjeux de la France, hein, c'est d'arriver à faire évoluer au moins pour une certaine proportion ces modèles de tarification vers le type de modèle que vous évoquez. Donc effectivement, demain, les dispositifs médicaux numériques seront probablement financés en tant que tels comme produits prescrits pour un patient et puis pour d'autres, probablement dans le cadre d'achats qui sont faits par des structures de santé qui reçoivent notamment des financements un peu nouveaux comme ceux que vous évoquez. La question la plus difficile dans ces
financements un peu globaux. C'est ensuite le partage de la rémunération entre les acteurs. On a un secteur de la santé en France qui est assez encore cloisonné. Donc, dans le cadre d'expérimentation, tout le monde arrive à se mettre d'accord. Dans le cadre d'une négociation, d'une convention nationale, c'est peut-être moins certain. Et donc, il y a cette question-là. Il y a quand même quelques initiatives qui sont faites lorsque de financement au parcours ou de capitation un peu cachée, lorsque en fait on a affaire à un seul acteur. Et donc c'est le cas par exemple, je crois, du diabète en hospitalisation, où en gros l'hôpital est payé une seule fois pour prendre en charge le patient sur une période de temps assez longue. Et donc effectivement, si des applications permettaient de réduire le nombre de recours à l'hospitalisation, etc., quelqu'un s'accaparerait la valeur. Et donc effectivement, la question c'est effectivement celle-là que la valeur soit captée par l'acteur de santé qui gère les patients. Voilà, donc il y a quelques progrès. Enfin, les articles 51, effectivement, ouvrent une voie d'avenir absolument importante. Alors, j'avais une dernière question, Alexandra, ça va être le fil rouge. On a parlé de données de santé, donc vous produisez de la donnée de santé pour le coup. Et je voulais savoir, ces données de santé, évidemment, j'imagine qu'elles sont hautement en sécurité, mais je voulais savoir, est-ce qu'elles sont partagées avec le médecin traitant? Est-ce qu'elles pourraient l'être? Est-ce qu'elles pourraient faire l'objet d'une transmission à mon espace santé? Pourquoi pas? Est-ce que ça, c'est envisagé? Comment vous voyez les choses? Oui, tout à fait. Alors aujourd'hui, nous, on la produit pas, la donnée. En fait, on la collecte dans l'usage de notre dispositif pour fournir le service personnalisé aux familles. Vous avez tout à fait raison, Jérôme. C'est ultra sécurisé et c'est localisé dans des serveurs qu'on appelle certifiés données de santé. Nous, on est des fervents défenseurs de ça et on a choisi un player français pour que nos données et les données de nos utilisateurs soient hébergées sur le sol français et entièrement sécurisées, en effet. Vous me disiez... Est-ce que ces données ont vocation à être partagées? Tout à fait. Alors aujourd'hui, dans notre état de développement, elles sont partagées avec les parents des patients, donc avec le responsable légal qui s'occupe de son enfant. On lui met à disposition les données de son enfant sous format d'un rapport médical que nous avons co-designé avec les médecins pour finalement avoir une vue facile, synthétique et rapide de ce qui s'est passé dans le mois de l'enfant. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Notre objectif, et la deuxième étape en effet, c'est d'arriver à transmettre ces données dans mon espace santé, dans le dossier du petit patient. Donc pas dans le dossier du parent, mais bel et bien dans le dossier du petit patient. Nous, aujourd'hui, on est sur des maladies respiratoires, on n'est pas sur de la télésurveillance où il est critique de regarder l'état de santé de l'enfant quotidiennement et s'il a bien pris ses médicaments quotidiennement. D'ailleurs, les professionnels de santé avec lesquels nous travaillons nous disent « Oula, mais surtout pas, moi je veux surtout pas recevoir des données en temps réel et être bombardé. Moi, je passe mon temps avec mes patients, je veux pouvoir y accéder dans le cadre de la consultation quand ça va m'apporter un bénéfice. » Donc oui, nous, notre prochaine étape, c'est de pouvoir en effet avoir ce lien au travers d'une API et de pouvoir mettre ces données à disposition du médecin et du patient dans mon espace santé. Voilà. Peut-être juste un petit point de réaction là-dessus, c'est dans mon espace santé, donc le carnet de santé électronique des Français dont on vous parlait tout à l'heure, il y a des données qui sont alimentées par le patient. C'est-à-dire, par exemple, il prend avec son application mobile un document qu'il avait chez lui depuis 5 ans, il l'upload quelque part ou il le charge, même si on essaie de rendre ça le plus simple possible, mais quand il y a des centaines de documents, parfois c'est un peu fastidieux. Donc c'est pour ça, on l'a évoqué tout à l'heure, qu'on travaille aussi avec les professionnels, pour que les professionnels, systématiquement, à chaque fois que vous allez faire une biologie, une hospitalisation, etc., envoient les données pertinentes vers cet espace santé. Mais il y a un troisième canal qui est en fait celui qu'on vient d'évoquer. C'est le patient, souvent, il va être amené à utiliser de plus en plus d'objets connectés. Alors, on a eu l'exemple là, du dispositif en question. Il y a par exemple quelque chose qui est encore plus courant, qui sont les balances connectées, qui sont en train de se généraliser. Alors, il y a beaucoup d'applications où nous, pour éviter que le patient, par exemple, il aille recopier ses mesures de poids tous les jours dans mon espace santé manuellement, ce qui est un petit peu fastidieux. On a cet enjeu d'être en capacité de connecter les dispositifs connectés directement dans mon espace santé. Alors, comment ça se passe ? On vérifie que les applications, elles sont conformes sur les standards d'interopérabilité, de sécurité, etc., qu'elles n'utilisent pas, par exemple, Google Analytics, ce type de choses. Et ensuite, si le patient consent à ce qu'il y ait des échanges,
alors à ce moment-là, on permet par exemple à une balance connectée d'aller alimenter par exemple un rapport mensuel de poids automatiquement vers l'espace santé de la personne. Et ça va être super utile d'abord pour le patient de pouvoir retrouver ce rapport-là dans son espace santé. Par exemple, si la boîte était amenée à faire faillite et le patient perdait son accès, par exemple, au portail pour récupérer ses données, ça pourrait être utile. Mais aussi, par exemple, le médecin traitant du patient pourra, dans certaines conditions, si le patient ne s'y oppose pas, accéder à cette donnée pour permettre justement de savoir quelle est l'évolution du poids le mois dernier et peut-être avoir une prise en charge différente la prochaine fois que le patient ira voir son médecin traitant. Donc c'est vraiment une perspective sur l'échange et le partage qui est très importante, comme c'était souligné à l'instant. Ouais, merci beaucoup Raphaël. Alors c'est vrai que pour reboucler sur de l'économique, pour être très transparent avec vous, nous on est encore une toute petite société et en fait faire ces développements à nouveau, ça nécessite des investissements et du financement. Donc on y va en fait un peu étape par étape. Merci. Alors je vais peut-être prendre quelques questions de la salle, et peut-être des questions à distance d'ailleurs également. Alors il y a beaucoup de questions, et c'est légitime, sur la sécurité des données. Beaucoup d'inquiétudes sur la réelle mise en sécurisation des données offertes par Mon Espace Santé ou d'autres plateformes numériques. C'est évidemment une interrogation légitime. Alors je vais peut-être laisser la parole à Raphaël sur ces questions-là, notamment pour Mon Espace Santé, évidemment. Oui, alors déjà, Mon Espace Santé, vous imaginez bien, c'est un système d'information mis par la puissance publique, donc autant vous dire qu'on a mis le paquet sur la sécurité. On ne badine pas avec la sécurité des données de santé des Français. Donc, en particulier quand c'est des traitements comme Mon Espace Santé qui sont mis en œuvre par la puissance publique, on aura l'occasion après de revenir sur la régulation par la puissance publique d'autres systèmes. Donc, au-delà du fait que c'est un hébergement qui est en France, dans ce qu'on appelle effectivement des hébergeurs certifiés de données de santé, c'est-à-dire qu'il y a tout un cahier des charges sur la manière dont les données doivent être cryptées, qui peut y avoir accès, etc. Donc c'est vraiment un cahier des charges très précis. On a aussi des enjeux, je l'évoquais tout à l'heure, sur la modalité de connexion. Donc vous avez remarqué, c'est parfois un petit peu embêtant, mais on demande toujours une connexion avec 2 facteurs d'authentification. C'est-à-dire c'est pas uniquement un login et un mot de passe, c'est parfois un login et un mot de passe et on vous envoie un code temporaire par SMS où on vous demande d'aller saisir une information secrète que vous avez reçue sur une application mobile. Ça, c'est pas pour embêter les gens et on essaie de faire en sorte de sur les systèmes les plus ergonomiques possibles, mais c'est pour éviter si vous êtes fait pirater ou ficher parce que vous avez répondu à un appel sur le compte formation et vous avez donné le mot de passe de votre boîte mail, et bien pour éviter qu'à ce moment-là, les personnes aient accès à toutes vos données de santé. Donc on travaille vraiment à ces questions-là. On a beaucoup travaillé avec l'agence nationale française qui s'occupe de ces questions, qui s'appelle l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurisation des systèmes d'information, et on conduit en permanence ce qu'on appelle des analyses de risques. Donc on liste vraiment tout ce qui pourrait arriver pour essayer de trouver comment on réduit ces risques. Et donc par exemple, ce qu'on fait fréquemment, c'est qu'on fait des tests d'intrusion, c'est-à-dire on paye des sociétés et des hackers pour essayer de s'introduire, et s'ils repèrent qu'il y a la moindre petite faille, à ce moment-là, on la corrige et on met des systèmes de protection complémentaires. Ça, c'est ce qu'on fait sur les systèmes qu'on fait, nous, au sein de l'État, mais on sait très bien que les données de santé des Français, elles sont aussi sur des applications privées. Par exemple, des systèmes de rendez-vous, comme on évoquait tout à l'heure, ou l'entreprise dont on vient de parler à l'instant avec Alexandra. On a donc une régulation, et on revient sur ce point-là. C'est-à-dire, on dit, l'entreprise d'Alexandra n'a pas le droit de stocker des données de santé sur les petits patients si ce n'est pas chez un hébergeur certifié. Donc, on a un certain nombre de régulations vis-à-vis des acteurs, et on fait un peu la chasse aux acteurs qui ne sont pas conformes, dont on a conscience, parfois des dénonciations ou parfois des audits qu'on serait en capacité de mener. Donc on a vraiment cet enjeu de régulation, pas que sur les systèmes qu'on construit nous, mais aussi sur les systèmes privés qui traitent des données de santé des Français. Et effectivement, un enjeu très important en ce moment, sur lequel on est en train de porter beaucoup d'attention politique notamment, c'est les enjeux de transfert de données en dehors de l'Union européenne. C'est-à-dire qu'au-delà de la question de l'hébergement local, parce qu'à un moment, l'endroit où sont localisées les données est quand même très important sur la capacité d'un tel ou une telle, notamment sur des requêtes judiciaires, d'accéder à ces données. Et donc c'est pour ça qu'on essaie d'encourager le secteur à aller vers de l'hébergement dans l'espace économique européen et qui plus est sur des hébergeurs qui ne sont pas de nationalité américaine, tant qu'il n'y a pas des dispositions qui nous permettent de sécuriser, qu'il n'y a pas sur requête, par exemple, d'un juge américain ou d'un juge chinois, un transfert des données de l'Union européenne vers ces États-là. Donc on travaille vraiment activement sur ces questions qui sont essentielles parce que sans sécurité, pas de confiance. On l'a vu avec les exemples de rançonnage, entre guillemets, d'hôpitaux, qui arrivent malheureusement trop souvent, que ça conduit à des pertes de confiance. Et donc on essaie vraiment de travailler avec les établissements sanitaires, les établissements médico-sociaux qui ont beaucoup de retard sur ces questions, à ce qu'ils améliorent leur processus et leur sécurité au quotidien.
Merci pour cette intervention. Donc effectivement, c'est un peu le leitmotiv de toutes les, de toutes les questions. Il y a une question que je cite in extenso ou presque. Les applications regroupant nos données de santé ont-elles un but lucratif? Est-ce qu'il y a des possibilités de vente de certaines données? Donc là, c'est une question un petit peu différente sur l'usage lucratif des données. Alors je crois que ça dépend ce qu'on entend par lucratif. Si c'est un usage pour le bien-être des patients avec une valeur ajoutée aux patients, oui, effectivement, cette valeur, je ne contredirai pas, ou des professionnels de santé, évidemment, cette valeur a vocation à être rémunérée, hein, ça va de soi, ou sinon il n'y aurait pas d'innovation. Sur la vente de données, je ne veux pas m'avancer, mais ça me semble délicat. Là, peut-être encore Raphaël, désolé sur cette histoire, ou peut-être Jérôme, si vous voulez répondre sur la vente. Non, mais je pense que les sujets sont liés. Et ce que vient de dire Raphaël est important. Vous avez cité le terme de maison. Je pense que dans un secteur comme la santé numérique qui est encore jeune en termes d'activité, il faut des règles. Pour qu'on puisse se développer, il faut ces notions de confiance. Et c'est vrai que si on prend par exemple l'exemple de la télécommunication, le changement de votre numéro de téléphone, c'est des choses qui étaient il y a peut-être 20 ou 30 ans encore compliquées. Aujourd'hui, c'est un fait et il y a un cadre juridique qui a été mis en place. Donc je pense que c'est essentiel que ces référentiels que vous avez évoqués dans mon espace santé, il y a je crois plus de 151 paramètres et donc c'est structurant pour tous les acteurs économiques, que ce soit des startups, que ce soit des industriels, de respecter ce référentiel et qui est un consensus en fait qui va permettre de le faire. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, sur la notion économique de la donnée, bon, il y a beaucoup de fantasmes des fois par rapport au fait d'exploiter de la donnée. Hein. Je pense que là on parle vraiment de données de santé, mais il y a plein d'autres données qui sont partagées sur les réseaux sociaux, sur certains sites qui vont utiliser à votre insu ou parce que vous l'avez décidé de mettre à disposition. Je pense que dès l'instant où, dans la proposition de valeur de la société qui est l'instant numérique, elle explique que cette donnée peut être exploitée, et ça peut avoir des vertus parfois épidémiologiques, pour essayer, grâce à ces données, d'avoir des vertus. Vous avez parlé du diabète, il y a d'autres pathologies qui peuvent être intéressantes. Et puis ensuite, si elles sont utilisées, il faut qu'elles soient factuellement écrites dans le modèle économique, dans la présentation, et pas du tout en disant, vous savez, le fameux expression dans le numérique, quand c'est gratuit, c'est vous le produit. Ben, je pense que c'est important dans cette exigence de la santé d'expliquer que cette donnée, elle peut être utilisée, mais avec une approche qui peut être éthique. Donc là, forcément, on va avoir un niveau de granularité qui va être complexe à développer en quelques minutes, mais je pense que c'est important, quoi. Oui, je pense que, alors, moi, je complète juste en disant, aujourd'hui, quand on parle de la commercialisation des données, finalement, les premières données ou de vos données qui ont été commercialisées sont plutôt des données, comment dirais-je, de vos usages quotidiens sur, finalement, Facebook avec de la pub que vous recevez, de la pub hyper ciblée, voilà. Où là, on parle finalement de vos données personnelles, pas particulièrement des données sensibles telles que les données de santé. Ça s'est vendu très très cher en effet, au travers de listings et tout ça. Dans le cadre de la santé, je pense que là où il est hyper important d'insister, et je crois que c'est vous Raphaël qui l'aviez mentionné, c'est que l'objectif quand même dans le domaine de la santé, c'est toujours de favoriser la recherche. On parle finalement plutôt d'analyse de données pseudonymisées ou anonymisées. C'est-à-dire que ces données-là, chacun de vous, individuellement, ce sont les vôtres. En revanche, généralement, quand on a envie d'en faire des analyses pour aller plus loin, que ce soit pour de la recherche ou à visée commerciale pour améliorer des traitements, en fait, il y a ce qu'on appelle des scripts d'anonymisation qui font que vos données personnelles passent dans une grosse machine, elles en sortent et on ne sait plus à qui elles appartiennent. En revanche, c'est parce qu'elles sont très très nombreuses, parce qu'on est capable de les analyser sur un grand volume, qu'on en tire quelque chose d'intéressant pour la recherche. Et donc là, c'est plus du tout des données personnelles ou des données personnelles de santé qui sont utilisées. C'est une masse de données. Et c'est en ça, quand on a beaucoup de données, qu'on en fait un produit intéressant au niveau santé. Au niveau individuel, on n'en fait rien, en fait. Et peut-être un micro-complément de 15 secondes.
il y a un encadrement très fort, hein, c'est-à-dire que par exemple, il y a une protection du secret médical qui, par exemple, des données nominatives de santé ne peuvent pas être envoyées à n'importe qui, et sinon c'est répréhensible pénalement, hein, qu'une transmission de données à quelqu'un qui n'a pas à en connaître, hein, en vertu du secret médical. Il y a aussi la notion qui a été introduite par le règlement RGPD de finalité, hein, c'est-à-dire quand on fait un traitement de données, on a des finalités, il y a des finalités qui, pareil, en France sont interdites. Hein. Je prends un exemple, utilisez vos données de santé pour vous discriminer en termes d'assurance, c'est-à-dire vous proposer un tarif plus élevé, ça c'est quelque chose qui est une finalité qui est interdite. Et par exemple, nous, dans mon espace santé, quand j'évoquais tout à l'heure la capacité d'applications qui sont référencées dans le catalogue d'échanger des données avec le consentement du patient, avec mon espace santé, c'est uniquement dans le but de certaines finalités. Si un responsable de traitement, une entreprise ou un service numérique était amené à la réutiliser pour d'autres finalités que celles qui sont prévues ou pour lesquelles il a obtenu le consentement du patient, ça c'est complètement illégal et à ce moment-là, il y a des actions qui sont entamées contre cette entreprise pour violation au RGPD. Hein. C'est un point qui est très important. Merci beaucoup. Je suis désolé, je vais devoir arrêter la table ronde. On a commencé un peu en retard et je finis à l'heure ou presque. Merci beaucoup à tous les intervenants, merci à vous et à bientôt.